Dans votre dernier ouvrage qui s'appelle Après la démocratie, vous prônez un protectionnisme européen et un certain nombre de journalistes notamment vous vilipendient d'une certaine façon d'avancer cette thèse. Est-ce que vous pourriez nous donner les raisons qui font que vous pensez que c'est une solution? Ouais. Alors moi, je me sens pas très attaqué en ce moment. J'ai plutôt l'impression d'une ouverture de plus en plus grande au concept de protectionnisme à cause de la crise économique, qui a tout à fait un rapport avec le libre-échange, et c'est très difficile de le nier. Le libre-échange a ramené le capitalisme à sa vieille contradiction du XIXe siècle, c'est-à-dire que les gens ont cessé de percevoir une complémentarité entre production et consommation, entre augmentation des salaires et absorption des gains de productivité. C'est-à-dire que le libre-échange, ça veut dire que les entreprises produisent pour des consommateurs qu'elles perçoivent comme extérieurs, et donc elles ne perçoivent plus les salaires qu'elles donnent à leurs employés comme de la demande pour l'économie. Donc on est dans une logique de compression du coût salarial, aggravée par la concurrence des salaires des pays émergents. Et tout ça aboutit à une insuffisance, je dirais, tendancielle de la demande globale à l'échelle mondiale, qui jusqu'à présent était à peu près compensée, pas suffisamment pour l'Europe, mais à l'échelle mondiale à peu près compensée par le comportement fou des ménages américains. Les mécanisme subprime, c'était un système qui, au final, sans entrer dans les détails, permettait à l'Amérique de dégager, un déficit commercial de 800 milliards de dollars par an sur les biens, qui était comme une sorte de surcroît de consommation pour la planète. C'était une sorte d'État et de régulateur keynésien informel. Bon, ce mécanisme s'effondre, l'Amérique cesse de vivre au crochet du monde, temporairement ou plus difficilement, et donc le système s'arrête. Donc, je trouve que dans le contexte actuel, au contraire, je veux dire, on a vraiment l'impression que les conformistes qui dominent absolument, ça il faut l'admettre, je veux dire, le marché intellectuel de l'économie, tout ça est un peu en train de bouger. Alors, cela dit, c'est évident que les choses ne sont pas faites. La dernière réunion du G20 a été en un certain sens pathétique, puisqu'on a vu tous ces pays se réunir. Ça, c'est bien de discuter ensemble. L'idée de coopérer entre nations à l'échelle planétaire est évidemment une très bonne idée. Mais si c'est pour aboutir à l'idée que on ne parle pas du rôle moteur des États-Unis dans le déclenchement de la crise et de leur position particulière, et si on accouche de l'idée que le principal problème, c'est la menace protectionniste et qu'il faut encore améliorer le libre-échange. C'est-à-dire que si le résultat du G20, c'est de se proposer d'aggraver le système qui déjà produit ses effets négatifs, c'est vrai qu'on est dans une situation bizarre. Mais pour moi, l'hypothèse protectionniste est amenée. On sent que ça se développe, on sent qu'il y a des gens qui émergent comme Gréau, Sapir, et il y en a certainement d'autres dans d'autres pays du monde. Donc on sent, moi je sens un système idéologique qui est en rupture. Mais je veux dire, c'est une situation très bizarre parce que les autres avaient gagné. C'est-à-dire que je crois que dans les 10 dernières années, les libre-échangistes avaient remporté une victoire idéologique phénoménale et se sont heurtés là au mur de la réalité, je veux dire, à l'horreur qu'ils avaient eux-mêmes fabriquée, et on est dans une situation idéologique et intellectuelle tout à fait particulière. Beaucoup vous diraient cependant quand même que le protectionnisme est quelque chose d'intrinsèquement mauvais, notamment parce que ça suppose le nationalisme. Dans ce goût-là. Alors oui, c'est des trucs qu'on dit. Souvent, je vois que Pascal, je sais plus si c'était Pascal Lamy ou un autre. L'une des routines, c'est d'associer protectionnisme et xénophobie, même plus loin. Alors pour moi, c'est assez rigolo parce que mon livre précédent, qui était sur la démographie du monde musulman, était typiquement un livre universaliste, essayant de démontrer que les pays arabes évoluaient normalement. Donc dans mon cas particulier, je vais essayer d'associer protectionnisme et xénophobie. Ça va être très difficile. Moi, je pense que la séquence est beaucoup plus perverse, parce que le libre-échange, en vérité, s'appuie sur l'idée d'une concurrence internationale effrénée. Et la vérité, c'est que le libre-échange lance les peuples les uns contre les autres. C'est le libre-échange qui crée à la fois une sorte d'asthénie de la demande mondiale, la recherche de débouchés extérieurs, et qui finalement, au final, produit des réactions d'hostilité. Donc on le voit
Ce qui monte, c'est l'hostilité à la Chine qui est perçue. Au moment du vote sur le traité constitutionnel européen, on avait vu que monter l'hostilité aux pays de l'Est, c'est-à-dire ces concurrences salariales par le bas, en fait, lancent les peuples les uns contre les autres. Donc la vérité, c'est que au stade actuel, ça n'est pas le cas dans toutes les circonstances, mais au stade actuel, le libre-échange nourrit la xénophobie. Le protectionnisme doit s'appuyer sur une idée territoriale, mais de toute façon, le protectionnisme que je propose, modestement, puisque je ne suis loin d'être un dominant mondial, est un protectionnisme qui dépasse l'idée nationale. C'est-à-dire, je dis très clairement que, à l'échelle de la France, ça n'a aucune chance de marcher. C'est-à-dire que la globalisation a fabriqué ce que les économistes américains appellent des économies régionales. Nous, on dirait plutôt, je pense, des économies continentales. C'est-à-dire qu'il y a des zones, bon, il y a des phénomènes de pression salariale qui s'exercent à l'échelle de toute la planète, mais les espaces de complémentarité et d'échange de marchandises sont plutôt continentaux. Donc l'Europe s'est fabriquée, l'Europe est intégrée. Je veux dire, l'idée de séparer les nations de la communauté européenne sur le plan économique, je veux dire, c'est un non-sens. De même, les États-Unis ne sont plus, à mon avis, dissociables économiquement du Canada et du Mexique. Le niveau d'interprétation est tel que ça n'aurait plus de sens. Il y a des phénomènes de complémentarité très fortes qui sont en train de s'établir entre économies asiatiques. Alors, je pense que ça va être moins simple entre la Chine et le Japon qui ont des rapports historiques complexes, mais le fait est qu'il y a une économie extrême orientale qui est en train d'apparaître. Donc, ce que je dis avec d'autres, c'est que l'important, c'est pas de se couper des autres, c'est de créer des conditions dans lesquelles on peut assurer une remontée des salaires et de la demande. Et je dis, il faut découpler ces grandes économies continentales, et dans le cas de l'Europe, alors, où est la xénophobie dans un projet qui associerait dans un espace protégé, conformément à l'idée initiale du traité de Rome, d'ailleurs, il ne s'agit que de faire revivre la préférence communautaire. Je veux dire, 27 nations européennes, je veux dire comme xénophobie, on peut faire mieux, il me semble. Donc il s'agirait, dans le cas de l'Europe, de construire un espace protégé, dans lequel, alors par rapport à des systèmes de quotas d'ailleurs plutôt que de barrières tarifaires, puisque les barrières tarifaires c'est dans un système de change flottant, je veux dire c'est un peu compliqué, et puis de créer les conditions d'une relance de l'économie par la relance salariale. Et il est bien évident que si vous pensez à l'ensemble du cycle, ce que vous devez penser c'est on protège aux frontières, on fait cesser la pression des salaires des pays émergents, on fait remonter les salaires, on fait remonter la demande, on crée pour les États la possibilité de participer aussi à la relance de la demande par l'investissement de l'État, et on relance les économies, et ces économies qui s'enrichissent sont amenées, en bout de cycle, à se remettre d'une autre manière à importer. C'est-à-dire qu'en fait, le protectionnisme de relance peut aboutir au développement des échanges internationaux. Alors qu'au contraire, si vous prenez le libre-échange en bout de cycle, et on est en bout de cycle, le libre-échange, dans un premier temps, bien entendu, vous avez une augmentation des échanges internationaux, mais une fois que la demande intérieure des pays les plus avancés est complètement implosée, je veux dire, vous avez un effet boomerang sur les économies exportatrices de l'ancien tiers-monde. Je veux dire, le pays qui risque le plus actuellement dans la dépression mondiale, c'est la Chine. La Chine est devenue une économie folle qui exporte 40% de son produit intérieur brut, qui est une sorte de plateforme de production pour des entreprises multinationales. Je veux dire, si le système continue de ralentir à la vitesse où il ralentit, je parle du système mondial, la Chine risque littéralement d'imploser. Donc si vous voulez, les gros arguments soi-disant universalistes du type, oui, mais les protectionnistes européens sont des gens qui refusent le décollage des pays émergents, devient complètement idiot, parce que actuellement les pays les plus menacés, c'est les pays émergents. Et donc vraiment, je crois que... Alors, ce qui est vrai, c'est que ce qui est finalement techniquement facilement concevable pour les Européens, puisque l'économie européenne reste extrêmement puissante industriellement, elle équilibre à peu près, bon, il y a un léger déficit en ce moment, mais c'est pas les États-Unis, ses échanges commerciaux, c'est-à-dire que les Européens ont la maîtrise de toutes les technologies essentielles, et puis en plus, bon, ils ont juste besoin de quelques matières premières qui peuvent payer par des exportations, donc pour eux c'est facile. C'est compliqué sur le plan politique quand on est à 27 et quand on n'a pas essayé sérieusement de convertir l'Allemagne, mais c'est techniquement faisable.
Pour les États-Unis et pour la Chine, c'est plus difficile, parce que là, il y a des éléments d'asymétrie fondamentale. C'est-à-dire que pour les Chinois, il faut leur donner le temps et les aider à se réorienter vers le développement de leur demande intérieure. Donc, bien entendu, il ne faut pas faire les choses brutalement. Il faut que ça soit fait dans un esprit de coopération. Mais si le libre-échange commence à les asphyxier eux-mêmes, on va s'arranger. Quant aux États-Unis, qui sont en surconsommation, il est bien évident qu'un passage brutal au protectionnisme, ils en parlent plus là-bas, mais c'est plus difficile pour eux. Je veux dire, c'est une chute de niveau de vie de 20%. Donc il faut les aider. C'est pour ça que je vais essayer de lancer dans l'expansion l'idée d'un plan Marshall pour les États-Unis. Ils l'ont bien mérité, après tout le bien qu'ils nous ont fait. Donc vous voyez, bon, comment dire, c'est facile, enfin, dans mon esprit, les choses sont très claires, mais ce qui est réellement tragique, c'est que la crise est arrivée sur nous avant que les choses aient été pensées dans le détail. C'est un sujet, le libre-échange, il a fallu 2 générations pour le mettre en place. Je veux dire, le passage au protectionnisme coopératif, c'est l'affaire d'une génération. Et là, on arrive, il y a la crise, personne n'a pensé à rien. Et alors donc on a tous nos... je pense que quand je vois tous ces dirigeants qui se baladent sur la planète à faire des conférences de presse ensemble, je pense particulièrement à Nicolas Sarkozy, il me revient d'une expression que je ne sais plus, qui avait été utilisée, je ne sais plus si c'était pour Giscard aussi, de truc méprisant de Mitterrand, le petit télégraphiste. Et donc là, on a l'impression d'un petit télégraphiste qui n'a aucun message, en fait. Vous voyez, donc, mais ça, c'est pas la faute des dirigeants politiques. C'est que les élites du monde développé, qui restent dominants idéologiquement, il ne faut pas se faire d'illusions, n'ont rien pensé à l'avance, n'ont rien préparé. On est dans un état de surprise complet. Une partie du drame est là, je crois. Et qu'est-ce qui les a empêchés, ces élites, de penser justement que des mesures protectionnistes pouvaient être bonnes? Pourquoi il y a eu cette espèce de blanc mental? Ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est j'évoque des choses évidentes comme il y a la notion d'intérêt de classe. Dans une première phase, le libre-échange a vraiment profité aux 20% supérieurs de la population, les gens qui faisaient des études supérieures. Alors, dans ces dernières années, dans un pays comme la France, ça s'est rétréci aux 1% supérieur, avec 10% qui, je vais parler vulgairement, qui ne morflent pas trop du libre-échange. Mais, donc, je veux dire, les dominants en souffraient moins ou en profitaient. C'est déjà, je dirais, un élément d'explication, même si c'est un peu court, puisque ça produit des sociétés très désagréables, y compris pour les dominants. Donc je mets pas mal en cause les économistes. On peut vraiment parler d'une faillite intellectuelle et morale d'une profession dans son ensemble. Mais pourquoi cette faillite intellectuelle et morale? Pourquoi cette difficulté à penser le phénomène de la demande globale à l'échelle mondiale dans la génération dominante dans le monde développé, c'est la mienne. Hein. J'ai 57 ans, donc c'est des gens qui sont entre 50 et 60, donc qui, dans leur formation initiale, s'ils ont fait Sciences Po ou de l'économie, en fait, ont appris l'économie keynésienne. En fait, donc il y a un mystère. Je veux dire, comment ils ont réussi à oublier ce qu'ils avaient appris? Peut-être moi je m'en souviens parce que je suis lent mentalement et que j'avais des traces mnésiques qui m'ont permis d'affronter la situation. Et peut-être, je sais pas. Mais donc il y a quand même un mystère et dans le livre finalement, je m'intéresse à des phénomènes de mentalité, de psychologie collective qui dépassent largement l'économie. C'est-à-dire l'incapacité à penser le collectif, c'est pour moi fondamentalement lié à une sorte de phase assez bizarre de l'évolution mentale de l'humanité. Donc il y a l'accession, je veux dire, de millions de personnes à une éducation supérieure. Il y a l'élévation du niveau de vie qui n'a pas produit un état de conscience supérieur, mais qui, au moins dans une première phase, on est en plein dedans, a produit ce que j'appelle pas du tout de l'individualisme, mais ce qu'il faudrait appeler, on parle d'ultralibéralisme, mais on pourrait parler d'ultra-individualisme. Le plus simple, c'est encore de parler de narcissisme et de toutes sortes de comportements, je dirais, des individus suréduqués, d'intérêt pour soi-même et de désintérêt pour tout ce qui est collectif. Toutes les croyances collectives se sont effondrées, ceux qui restaient de religion, ceux qui restaient d'idéologie politique. On est confronté à un phénomène de mentalité extrêmement vaste qui,
quand on atteint la sphère de la réflexion économique, produit des attitudes qui se présentent comme scientifiques, mais qui en fait sont des espèces d'envies primitives et primales. C'est-à-dire, il est interdit d'interdire, donc l'État ne peut pas intervenir, l'individu est roi, et au-delà de roi, donc il n'y a que le marché, donc on ne peut pas s'organiser, penser collectif est une horreur, le mot protectionnisme est affreux, vous voyez. Mais en fait, c'est un problème de psychologie collective, c'est pas du tout un problème intellectuel. Et pourquoi la gauche en particulier n'a pas pensé cela? Alors, ce que je souligne dans mon livre, moi je suis plutôt un mec de centre-gauche, donc c'est très triste pour moi de dire ça, et j'ai vraiment beaucoup plus souvent voté à gauche dans ma vie qu'à droite, mais les gens de droite, bizarrement, alors je ne pense pas, je dirais, à la bourgeoisie financière ou aux gens des grandes multinationales qui échappent je dirais, qui échappent à la nation ou à toute notion de territoire, et qui sont vraiment dans les profiteurs du système, et vous savez, les gens qui déplacent des ouvriers ou qui déplacent plutôt des facteurs de production, qui jouent sur les unités de production comme sur les touches d'un piano, qui délocalisent, qui spéculent, enfin, c'est un petit monde en fait. À droite, c'est un petit monde, c'est très peu de gens, on est dans les 1%, mais les petits chefs d'entreprise, les petits patrons, qu'ils exportent un peu ou pas, pour eux, la magie du libre-échange, le libre-échange, c'est une lutte pour la survie. Ils réussissent ou ils ratent, mais c'est très dur. Et quelque part, ils sont capables de sentir que c'est pas idéal. C'est pour ça que quand il y a des bruits protectionnistes, ils viennent plutôt de la droite encore. C'est des bruits, car plus que des bruits. Sarkozy a fait, avec la plume de Guénaud, avait fait quelques bruits avant son élection parce qu'il avait vraiment très peur de pas être élu, et que les gens aiment bien ça, en fait, quand on regarde un sondage sur la population. Je veux dire, les gens sont en faveur du protectionnisme d'une façon incroyable. Mais les socialistes, ils ont... bon, alors d'abord, ils ont ce petit blocage que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire cette idée que la gauche n'a pas... Bon, la gauche doit s'intéresser au peuple, mais elle doit s'intéresser à la population, je veux dire, à l'humanité dans son ensemble, et que ce serait vraiment dégoûtant de ne pas tenir compte de l'émancipation économique des peuples chinois, indiens et autres. Ça, c'est ce qu'ils disent. En disant ça, d'ailleurs, ils semblent croire que ces pays se développent uniquement à cause des échanges, alors que c'est des pays qui s'alphabétisent, qui auraient décollé dans n'importe quel type de régime économique à peu près raisonnable. Et puis, il y a ce truc quand même terrible, c'est que le cœur du Parti socialiste, je vais le dire très crûment, c'est des fonctionnaires de catégorie A, je veux dire, qui ont la stabilité de l'emploi et qui donc sont en dernière ligne pour l'extermination économique, si on peut dire, puisque les fonctionnaires ne vont pas être délocalisés, par définition. Alors, cela dit, il faut dire aussi que les salaires, comme je le signe dans mon livre, les salaires des fonctionnaires de catégorie A sont en baisse depuis quelques années, c'est-à-dire la pression finit par s'exercer. Ce n'est pas une insulte personnelle, je suis moi-même un fonctionnaire de catégorie A, donc ça n'est pas personnel. Voilà. Donc il y a une sorte d'insensibilité du Parti socialiste, où il y avait jusqu'à très récemment une insensibilité du Parti socialiste à ces questions de libre-échange, paradoxalement, parce que le Parti socialiste était un parti de fonctionnaires. Ça avait été remarqué par le théoricien allemand du protectionnisme, Friedrich List. Je veux dire, les fonctionnaires sont des gens qui peuvent avoir une idéologie économique sans sans avoir aucun rapport réel avec le marché, avec ses contraintes. Oui, donc mais cela dit, quand même, ça bouge. Je veux dire, la Bourse sur Hamon, quand même, on n'attendait pas, ça arrive, elle arrive juste avant la crise mondiale. Quand même, je veux dire, on a des bonnes surprises. Tout à l'heure, vous disiez que ça serait difficile de mettre en place un protectionnisme européen. Et justement, le faire, mais avec qui, comment? Ah bah alors, si vous voulez, là, moi je milite pour des projets concrets qui peuvent améliorer grandement la vie des populations, mais sans rentrer dans un conte de fées et en tenant compte des rapports de force réels. C'est-à-dire, quand on dit l'Europe à 27, oui, c'est très sympa, mais c'est pas vrai que ça va dépendre des Lettons. La plupart des gens, d'ailleurs, ne savent pas où est la Lettonie. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'est l'histoire de la Lettonie, et c'est pas eux qui vont décider. Il y a une réalité à accepter en Europe, il y a quelques puissances dominantes quand même. Il y a l'Angleterre est dominante
sur le plan des conceptions idéologiques, puisque c'est le monde anglo-saxon, etc. Alors je dois dire que la crise, moi je suis un anglophile congénital, j'ai fait une partie de mes études supérieures en Angleterre, donc je veux dire, mon cœur saigne quand je vois les difficultés économiques de l'Angleterre et les risques qu'ils ont pris en acceptant une financiarisation exagérée de leur économie. Mais la réalité, c'est que l'Angleterre actuellement n'est pas en situation de débattre du sujet. Il y a même des Anglais qui commencent à dire qu'il serait temps de joindre la zone euro pour éviter une catastrophe de type islandais. Ça me paraît exagéré comme risque, mais bon. Mais donc il y a deux puissances en Europe. Il y a la puissance de contestation qui est la France, pas sous la forme sarkozyste du rapport infantile à l'autorité des États-Unis, hein, où on va gueuler contre le papa américain même quand il a fait des bêtises, mais on va gueuler à Washington sur son terrain. Donc je pense à la France de la contestation des Français qui ont parfaitement compris que le libre-échange était une ânerie, qui votent non au référendum, qui s'en laissent pas compter. Mais cette France j'aurais tendance à dire que la spécialisation de la France dans le domaine international, c'est le grand truc des libre-échangistes, chaque pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il est le plus doué. Bon, la France fait des TGV, des morceaux d'Airbus, des centrales nucléaires, mais la grosse exportation de la France, c'est quand même la contestation. Il faut reconnaître notre talent depuis 1789. Donc c'est ça, la France est une force de contestation, et puis c'est une puissance. Elle a son siège au Conseil de membre permanent au Conseil de sécurité, elle possède l'arme nucléaire quand même. Et voilà. Mais il y a une puissance industrielle et économique dominante en Europe qui est l'Allemagne. Donc en fait, l'Italie, l'Espagne sont importantes. Et d'ailleurs, ça serait bien si les Français arrivaient à prendre plus au sérieux, à discuter plus sérieusement avec les sœurs latines, comme on dit. Hein. Mais l'important, c'est le dialogue avec l'Allemagne, et un dialogue musclé. C'est-à-dire qu'il faut contraindre les Allemands à prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire leur attitude en Europe n'est pas responsable actuellement. Ils font une politique économique de type japonais, en fait. C'est-à-dire ils ont un excédent commercial tout à fait extraordinaire. Ils veulent à la fois bénéficier de la protection de leurs exportations dans la zone euro, puisque la France, l'Allemagne et l'Italie ne peuvent pas faire des dévaluations compétitives pour se protéger, je dirais, de l'efficacité de l'Allemagne à comprimer ses propres salaires. Donc voilà. Et puis ils font une politique d'exportation à l'échelle mondiale qui est très importante. En fait, c'est une économie beaucoup plus mondialisée, l'économie allemande. Donc il faut avoir le courage d'affronter les dirigeants allemands et de leur poser un marché. Donc leur dire, écoutez, de toute façon, vous êtes dans une situation maintenant épouvantable. Justement, ils sont beaucoup plus touchés. Je veux dire, actuellement, en période de crise, bien entendu, les économies les plus exportatrices, les plus dynamiques, sont les plus touchées. Ça recommence exactement comme à 29. Je veux dire, le 0,1% de croissance de la France prévu dans l'année qui vient, c'est pas une performance extraordinaire. Ça veut dire qu'on allait déjà très mal avant et qu'on exportait déjà pas assez dans le système ancien. Donc l'Allemagne est menacée et il s'agit de faire comprendre aux Allemands qu'ils ont plus à gagner dans une économie européenne continentale protégée, comprenant les pays de l'Est qui sont essentiels aux exportations et à l'économie allemande, et qu'il faut qu'ils prennent ça en charge. Et puis leur dire, écoutez, soit vous comprenez votre intérêt, qui est d'assumer vos responsabilités dans la réorganisation de l'économie européenne, soit on décroche de l'euro, on fout l'euro en l'air, parce que ça ne nous arrange pas nous. Et tant qu'à faire, s'il s'agit simplement de survivre dans des conditions difficiles, chacun joue son jeu. Et l'intérêt de la France, c'est de revenir à la protection par le change, la dévaluation, comme on faisait d'ailleurs quand le pays était prospère. Parce qu'il ne faut pas non plus une monnaie dévaluée, c'est pas la mort. Hein. Voilà, donc mais pour ça, il faut oser négocier avec les Allemands. Et ce qui m'inquiète dans la période récente, c'est que le gouvernement actuel, la présidence actuelle, Sarkozy fait des effets de manche à l'échelle planétaire, il court partout en disant qu'il organisait des moments historiques, mais la seule relation importante pour la France, c'est la relation avec l'Allemagne, il l'a pourrie. Je veux dire, parce que les Allemands ne le supportent pas, parce qu'il est agressif, vaniteux, prétentieux. Dans le contexte actuel, c'est insupportable. Parce que la vérité, c'est que la France ne peut pas être entendue seule à l'échelle mondiale. On l'a vu pendant la guerre d'Irak. La France est une puissance moyenne, estimable, qui peut produire du verbe. Il y a un mot quasiment qui est aussi devenu interdit, et que même vous, là, vous dites presque avec difficulté, c'est
C'est soit le mot France, soit le mot nation. Qu'est-ce qui peut valider d'une façon ou d'une autre l'idée que l'espace national est encore un cadre pertinent? Alors, moi, personnellement, je pense que j'oublie de le mentionner parce que ça va tellement de soi que je suis content d'être français. Et surtout, l'idée de nation, ça doit être l'un des derniers mots, peut-être le dernier mot de l'illusion économique que j'avais écrit en 98 et où je prônais le retour à l'idée de nation contre les gens qui étaient dans l'idée que les nations s'étaient dépassées. Et j'expliquais que, d'ailleurs, plutôt, j'associais déjà la montée en puissance de l'idéologie libre-échangiste et à un phénomène de désintégration culturelle des nations. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Simplement, j'en suis plutôt opposé. Je pense que la nation, oui, mais ça suffit pas, en fait, et que en fait, l'incapacité des sociétés avancées à produire du sentiment collectif pour des raisons psychosociologiques profondes, c'est histoire de narcissisation des comportements ou d'ultra-individualisme, est tel que le retour du mot nation n'a produit qu'un discours identitaire bidon, c'est-à-dire le discours qui était produit par Guénaud, Sarkozy ou même Ségolène Royal en bout de course, donc où il s'agit en gros, la nation, c'est chantonner la Marseillaise ou devenir complètement hystérique quand trois gamins sifflent l'hymne national, on prend l'air de s'évanouir, trucs comme ça. C'est devenu, je veux dire, dans le contexte d'affaiblissement des sentiments collectifs, le mot nation, quand il est utilisé, a tendance à devenir une sorte de hochet sans conséquence. Donc vous avez Sarkozy qui vous fonde un ministère de blablabla de l'identité, je ne sais quoi, et puis qui ensuite va aller se coucher devant les Américains et qui envoie des gamins se faire tuer en Afghanistan au service de l'armée américaine. C'est-à-dire, en fait, même plus sous le drapeau français, d'une certaine manière. Donc, c'est sans doute pour ça que je l'utilise plus. Mais pour moi, je suis toujours content d'être français. Et je pense que la société française existe. Je pense que, à la limite, ces histoires d'identité nationale me font rire. On n'a pas assez confiance. C'est pas vrai que la France est sur le point d'être submergée par l'islam. Tout ça, c'est un monceau de conneries. Les gosses qui foutent le feu aux bagnoles dans les banlieues, je ne dis pas que j'approuve. Mais c'est des petits Français mal élevés. Mais mal élevés comme le sont des petits Français. Moi, je vois la continuité des bagnoles qui flambaient en mai 68 dans les quartiers bourgeois et des bagnoles qui flambent dans les banlieues. On pourrait voir ça comme un phénomène de capillarité sociale descendante, comme on dit. Donc pour moi, la nation est là. Mais par contre, ce qui est vrai, ce que je souligne dans le livre, c'est que la nation-société n'est plus à l'échelle de l'économie. C'est-à-dire qu'on vit une partie de l'impuissance des politiques, c'est que finalement ils peuvent se donner l'impression d'agir dans la société, ils peuvent manipuler le système politique, ils peuvent même provoquer des émeutes en banlieue, leur possibilité d'action économique c'est contracter les revenus des fonctionnaires ou des choses comme ça, mais la vérité c'est que l'économie qui existe est l'économie européenne maintenant. Il y a l'économie mondiale, mais surtout l'économie continentale européenne. Et bien entendu, c'est ça qui mine la démocratie. C'est que l'échelle du politique, la démocratie était à l'échelle nationale, la société était à l'échelle nationale, l'économie était à l'échelle nationale. Donc tout ça était bien emboîté. Donc on prend le pouvoir politique, on pouvait agir sur l'économie. Maintenant, on prend le pouvoir politique, on peut agir sur rien. Donc ce que je dis, c'est, écoutez, comme on ne peut pas ramener l'économie à l'échelle nationale pour sauver la démocratie, essayons, je dirais, d'étendre la sphère du politique à l'échelle de l'économie continentale européenne. Pour moi, c'est un gros travail, parce que à l'origine, moi, je suis un anti-maastrichtien. J'ai été ramené à la conscience civique par les débats très violents de l'époque de Maastricht, où s'était développé ce discours élitiste, antipopulaire, antinational aussi, donc qui m'avait ramené à l'idée de nation, à l'idée d'intérêt des catégories populaires, puis des classes moyennes. Mais il faut être réaliste et il faut admettre que on ne peut pas gérer l'économie. Et donc j'ai changé d'attitude vis-à-vis de l'Europe, et donc je suis passé d'une attitude du genre
mais ils nous font suer. Puis en plus, l'Europe est utilisée comme un instrument de plus dans la destruction de la démocratie, par cette espèce de nains intellectuels qui règnent à Bruxelles et qui ne sont que les agents du libre-échangisme triomphant, et puis les dirigeants nationaux s'abritent derrière ça. Cette Europe cheval de Troie, en fait, du libre-échange et du libéralisme, et donc je dis, retournons l'Europe et faisons de l'Europe l'instrument de sauvetage ultime de la démocratie. Et donc essayons d'en faire le cadre de l'expérience protectionniste. Et donc, mais bien entendu, une Europe des nations. C'est-à-dire que si je dis il faut l'Europe, mais arrêtons de nous raconter des histoires sur la participation lettonne à l'élaboration de la nouvelle doctrine, acceptons l'idée que l'Allemagne est la première puissance industrielle de l'Europe, que la France est la première puissance de contestation. On joue avec ces nations dans un rôle très subtil. Il ne s'agit pas non plus de nier l'existence des États moyens et petits. Je veux dire, mais en gros, l'idée en Europe, c'est qu'il y a suffisamment de différences culturelles et de désaccords entre Français et Allemands, et avec les Anglais, ça devient parfait, pour que si les trois plus grands peuples s'entendent, tout le monde y trouve à sa place, parce que ça veut dire que le gros des différences, je veux dire, a été évoqué. Mais si vous voulez, en fait, si on prend cette histoire d'effacement des croyances collectives, de sens du collectif comme le moteur, on se rend bien compte que l'opposition entre nationnistes et européistes est complètement bidon, parce qu'en vérité, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que il n'y a plus de sentiment collectif et tout le monde est perdant. C'est-à-dire que les nationalistes n'arrivent pas à faire revivre la nation et l'idée européenne est en train de mourir. Vous voyez, donc en fait, mais ce que je dis aussi clairement dans le livre, c'est que je veux dire, ça va être très dur à cause de cet état des mentalités ultra-individualistes, narcissisées. C'est pour ça que je dis que si on arrivait à mettre sur pied un projet comme ça, alors évidemment, la crise nous botte les fesses et ça augmente la probabilité. C'est un changement de niveau de conscience. C'est-à-dire, c'est une étape historique différente. Les gens qui ont une éducation supérieure continuent de s'intéresser à leur épanouissement personnel, mais ajoutent à l'épanouissement personnel une dimension de conscience civique et collective d'un genre tout à fait nouveau. Sur l'Europe, ce qui me pose souci, mais peut-être allez-vous m'enlever mon souci, c'est quelle peut être la place du simple citoyen. Parce qu'en réalité, pour tout vous dire, moi j'ai le sentiment que déléguer les choses au niveau de l'Europe, les passer au niveau européen, ça suppose que les simples citoyens peuvent guère faire entendre leur voix. Ah non, d'abord, déjà, une Europe où les instances supérieures, qu'elles soient bruxelloises ou nationales d'ailleurs, etc., s'occupe de relance des salaires, de relance de l'économie du niveau de vie, c'est quand même une Europe qui s'intéresse aux citoyens. Je veux dire, c'est déjà quelque chose. Alors, effectivement, ça serait pas bien que de percevoir les choses comme, je veux dire, une sorte d'un système dominé par une caste de philosophes rois, c'est un modèle platonicien démentiel ou je veux dire, une aristocratie bienveillante. C'est pas du tout ce que j'ai en tête, mais c'est pas du tout ce que j'ai en tête parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que les choses ne peuvent se mettre en place, en vérité, que ça va pas être mis en place par les gouvernements actuels. Je veux dire, par des espèces de nains intellectuels qui n'ont pensé à rien, je veux dire, qui confondent, qui pensent que filer de l'argent aux banques, c'est les nationaliser, enfin tous les gens qui parlent du retour de l'État qui n'en pensent à rien. Non, je veux dire, tout ça ne peut se produire que si émergent dans chacune des nations des forces politiques représentatives qui ont fait leur conversion au concept protectionniste européen, qui gagnent des élections, dans le cas concret de la France. Par contre, ça peut se passer à droite et à gauche, d'une certaine manière. Moi, je pense que les basculements d'attitude sur ces grandes questions économiques touchent, avec des décalages, les deux parties du spectre politique. Mais par exemple, ce qui se passe actuellement au Parti socialiste est quand même super intéressant. C'était inconcevable il y a quelques mois. La motion Hamon contient tout à fait l'idée de contrôle du libre-échange. Ça émerge en tant que force politique, compte tenu de
de ce qu'est la structuration des votes au Parti socialiste, 19%, ça n'est pas négligeable du tout. Donc, je veux dire, l'Europe protectionniste, c'est une Europe dans laquelle les partis de gauche, de droite, ont fait une conversion à cette idée, où on continue à voter, on peut continuer d'ailleurs à s'affronter sur toutes sortes d'autres choses dans un univers qui n'est pas asphyxié. Et la même chose en Allemagne, et la même chose dans tous les pays en fait. Donc en fait, il s'agit de faire revenir dans un premier temps le débat libre-échange protectionniste dans le jeu politique. Ce qui me fait parler dans le livre de démocratie de manipulation, c'est que justement, on a des systèmes politiques qui arrivent à évacuer avant même le débat principal cette notion. C'est-à-dire, si vous avez Ségolène Royal contre Sarkozy, alors c'est vrai qu'à la fin, Sarkozy a eu tellement peur de se planter que sur le coup on avait réussi à placer avec mon copain Hakim El Karoui le projet protectionniste européen à Villepin qui a fait quelques bruits. Mais donc l'important c'est justement de faire revenir les thématiques économiques et cette thématique de contestation de la globalisation dans le débat politique démocratique. Donc il s'agit bien de sauvetage de la démocratie. Il ne s'agit pas d'une gouvernance d'un genre nouveau. Là, on a le projet des européistes ou des libre-échangistes fous, c'est ce qu'on pourrait appeler le projet d'une gouvernance sadique. Hein, je veux dire, contre l'intérêt des populations. Ce que je suis en train de proposer, c'est certes des élites raisonnables, mais ça n'est pas une gouvernance bienveillante et méprisante pour les peuples. Comment faire peser le poids de sa voix, de son vote, de l'opinion publique, on peut dire, sur des gens qui prennent les décisions au niveau de Bruxelles? Moi, c'est ça que j'arrive pas à voir. Non, mais il se passe rien à Bruxelles. Bruxelles est une fiction. Je veux dire, tout ce qui se trouve à Bruxelles en termes intellectuels, comment exprimer, je ne voudrais pas être méprisant, mais c'est pas là que ça se passe. Ce qui se passe à Bruxelles se passe parce que les gens de Paris, de Berlin ou de Londres veulent bien que ça se passe. Donc il suffit tout à fait de reprendre le pouvoir intellectuel et politique à Paris et Berlin pour que les gens de Bruxelles soient alignés ou virés. Est-ce que ce que vous disiez sur les différents types de familles, est-ce que c'est ça qui peut expliquer le côté un peu effectivement bizarre des Français contestataires, un peu Je veux dire, je suis souvent contesté comme économiste, ce qui est tout à fait normal puisque je ne suis pas économiste. Et donc en fait, je dis des choses raisonnables en économie parce que je ne suis pas économiste. Vous voyez, donc c'est que la profession d'économiste, Trahison des économistes, excellent livre de Gréau que je recommande. Mais sur les structures familiales, l'anthropologie, ça c'est mon domaine de compétence vrai. Vous allez me dire peut-être que moi je délire dans mon domaine de compétence comme les économistes dans le leur, mais l'essentiel de mon travail de chercheur sur une vie de chercheur déjà longue, c'est d'essayer de comprendre comment la diversité des systèmes familiaux traditionnels peut expliquer des diversités de tempéraments nationaux. Donc si vous comparez en première analyse, prenez les Français et les Allemands par exemple. Les Français, on va retrouver les idées de liberté, d'égalité dans la famille très individualiste, égalitaire des paysans du bassin parisien à la veille de la Révolution française. Puis on se rend compte que des enfants qui doivent se marier de façon autonome, fonder des ménages, des règles d'héritage très égalitaires bien avant la Révolution, dès le Moyen-Âge en fait. Et puis vous allez trouver là les racines du comportement de toutes les traditions anarchistes, radicales socialistes, parce qu'il fait l'esprit français, avec en plus en France un statut assez élevé de la femme qui se combine à ça. En Allemagne, il y avait ce qu'on appelait la famille souche, c'est des systèmes paysans à héritier unique, généralement l'aîné des garçons, quelquefois le dernier né, et avec donc un certain autoritarisme dans la famille, puisque l'aîné marié restait sous l'autorité des parents, des enfants, et puis une inégalité fondamentale dans la famille, puisque les enfants ne valaient pas la même chose. Et donc là, par contre, ça permettra d'expliquer, dans les phases de transition, l'émergence d'idéologies assez hiérarchiques dans la tradition allemande. Ça peut être des idéologies hiérarchiques paisibles, de type démocratie chrétienne ou social-démocratie, puis dans les phases de crise religieuse et économique absolue, le nazisme en fait, des choses comme ça. Et puis maintenant, ça permet toujours... moi j'adore l'Europe, j'aime me promener, particulièrement en Allemagne,
Ma compagne dit que c'est normal que j'aime l'Allemagne, car elle dit que j'aime l'ordre et la saucisse. Donc, je trouve un peu caricatural, puisque quand même le continent européen doit son alphabétisation globale à l'Allemagne. C'est là que ça a commencé avec la réforme protestante. Donc, l'Allemagne est vraiment au cœur du développement européen, bien avant l'industrie. Mais c'est clair que quand on se balade en France ou en Allemagne, on voit très bien que c'est des pays qui ont toujours des cultures différentes. Je veux dire, le rapport au feu rouge pour les piétons n'est pas le même dans les pays. Vous voyez, donc, mais cela dit, la France n'est pas qu'anarchie. Si vous voulez trouver une culture de l'indiscipline, c'est plutôt vers l'Espagne qu'il faut aller. Je veux dire, ça sera plus complet. Il y a des systèmes souches en Espagne, au Pays Basque, en Catalogne, enfin sur toute la bordure nord, mais il y a une beaucoup plus grande dominance de la famille nucléaire égalitaire du bassin parisien. En France, vous avez sur toute la périphérie du système national des systèmes souches. En fait, tout le sud-ouest, grands producteurs de fonctionnaires, de postiers, avec des niveaux éducatifs plus élevés que le nord, en fait. Quand on regarde les cartes, moi j'ai travaillé il y a assez longtemps sur le recensement de 82, mais je pense que ça reste toujours vrai. La France est aussi le pays de grandes différences territoriales et puis d'un antagonisme interne. C'est-à-dire que c'est vrai que le bassin parisien, c'est la région de l'individualisme égalitaire, mais la périphérie, bon, l'Alsace évidemment, puisque les Alsaciens, c'est en termes anthropologiques, c'est un morceau de l'Allemagne, hein. Mais tout le sud-ouest, toute l'Occitanie, sans la façade méditerranéenne, c'est une région plutôt de famille souche d'ordre. Et ce que je trouve extraordinaire dans l'histoire de France, ce qui la rend séduisante et étudiée assez complexe, c'est le pays du désordre, mais c'est aussi le pays de l'ordre. C'est le pays où l'un des rituels est le caillassage de la police par les jeunes, mais c'est aussi le pays où tout le monde sait s'arrêter au premier sang. Hein, on l'a vu en mai 68, on l'a vu pendant les émeutes de banlieue. Et vu des autres pays, c'est très évident. Il y a eu, je ne sais plus quelle époque, de grandes grèves. Il y avait eu des grèves. 95 oui, celle-là, ou celle d'avant des grèves SNCF terribles, où le pays était paralysé, mais. J'avais eu un reportage extraordinaire, et où les réactions allemandes, c'était quel désordre! Et les réactions italiennes, c'est quelle discipline dans la grève! Et donc, la France, c'est le pays, moi c'est pour ça que j'aime bien ce pays, hein, vraiment, c'est le pays de l'ordre et du désordre à la fois, et c'est ce qui rend la vie dans ce pays assez intéressante. Vous voyez, je suis un bon patriote quand même. Et c'est pour ça que les gens, moi ce qui me rend fou, c'est que les gens qui célèbrent l'identité nationale ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que la France, c'est le pays qui est si sûr de lui-même et de son histoire, que si des gamins crachent sur le drapeau, c'est dans la tradition nationale aussi. On n'est pas des Américains. On ne s'évanouit pas si le drapeau est brûlé parce qu'on est sûr de ce qu'on est. Vous voyez ? Et est-ce qu'on peut faire vivre en bonne entente des peuples avec des structures sous-jacentes aussi importantes, justement au sein de l'Europe ? Je pense que c'est possible si on en est conscient et qu'on l'accepte. C'est-à-dire, j'avais été frappé quand j'avais publié L'invention de l'Europe, qui était une analyse assez poussée une relecture de toute l'histoire européenne depuis 1500 à peu près, partant d'une grille familiale, des cartes très très précises, et Alice qui mettait bien en évidence à la fois les différences, ce que ça impliquait en termes de contribution nationale au développement de l'Europe. Donc, chacun avait son dû. L'Allemagne, l'alphabétisation de masse, l'Angleterre, la révolution industrielle, ça avait des rapports avec la plasticité de la structure familiale, la France, l'égalité, la contestation et la contraception aussi, puisque la France était pionnier dans le domaine du contrôle des naissances, et puis les différences de mœurs. Et j'avais été frappé à quel point le livre avait été bien perçu à Bruxelles. Alors là, dans les milieux de fonctionnaires internationaux, etc., je me disais, mais votre livre, c'est incroyable, c'est vrai, ça marche, ça nous permet de mieux travailler ensemble. Donc je pense que ça peut marcher si on accepte la différence. Il n'y a rien de tel. Si vous voulez, le conflit, c'est si on essaie de se raconter que les Allemands et les Français, c'est la même chose. Alors là, on va dans le mur. Là, on va dans le mur simplement parce que c'est pas vrai. Vous allez en Angleterre, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que les Anglais sont toujours vachement anglais.
voyez. Et donc, si on accepte, je pense qu'on est à des niveaux éducatifs et de conscience suffisants, puis de voyage, les programmes Erasmus, pour ça, sont vraiment géniaux, hein. Trucs d'étudiants qui circulent. Si on accepte de percevoir cette diversité, et si on ne se raconte pas, il y a deux choses qu'il ne faut pas se raconter. Il ne faut pas se raconter que les peuples sont la même chose,